En direct de l'Assemblée nationale. Mon invité pour les Français.press, Stéphane Vojetta, député de la 5e circonscription des Français de l'étranger, l'Espagne, le Portugal, Monaco, Andorre également. Bonjour Stéphane Vojetta. Bonjour les Français.press. Merci de nous accorder cette interview. On va revenir sur une de vos déclarations. Il y a quelques jours, vous avez déclaré que par un tour de passe-passe comptable, l'État français mettrait sous le tapis près de 70 milliards chaque année. Vous pouvez nous expliquer sur quelles données vous vous basez pour révéler tout cela ? Oui, écoutez, c'est un combat que je mène depuis quelques mois déjà et sur lequel je me base sur mon héritage, non pas en tant que Français de l'étranger, mais simplement en tant que Français qui a travaillé dans le privé, dans le secteur privé, dans le monde de l'entreprise pendant des années et qui a notamment assisté le gouvernement espagnol sur la sortie de la crise bancaire et de la dette publique au début des années 2010. Et sur cette base-là, et à ce moment-là, j'avais bien compris les difficultés que pouvait générer une mauvaise politique comptable, et en particulier un manque de transparence comptable sur les risques auxquels était exposée une économie. Ces risques, je les retrouve actuellement dans la comptabilité nationale française, et en particulier sur le manque de transparence de notre comptabilité vis-à-vis du poids du système des retraites, aussi bien sur le déficit public que sur son application et l'implication des retraites en termes de croissance de la dette de la France. Et c'est un combat sur lequel je rejoins notamment François Bayrou, mais d'autres aussi, et d'autres économistes qui estiment que chaque année, malgré ce que dit la comptabilité nationale, malgré ce que dit la Cour des comptes, qui parle d'équilibre du système des retraites, eh bien pourtant, chaque année, on creuse la dette d'une cinquantaine, soixantaine de milliards d'euros pour financer les pensions de retraite qui sont actuellement payées à nos retraités. Et cet artifice comptable qui nous permet en même temps de dire que nos systèmes de retraite sont à l'équilibre, eh bien, sont un mensonge comptable qui nous mène à un déficit démocratique, puisque le débat public, du coup, est faussé. On se doit de trouver des solutions à un déficit et à une croissance de la dette, alors qu'on ne reconnaît pas la source d'une grande partie de ce déficit et de cette croissance de la dette. C'est pour ça que je tente de forcer les uns et les autres, et notamment la Cour des comptes, à revenir à une politique comptable plus transparente et à un discours de vérité. Par quel tour de passe-passe c'est fait, Stéphane Vojetta ? Est-ce que vous faites allusion à... Parce que il y a une allusion à ça dans le grand oral d'Emmanuel Macron sur TF1 il y a quelques jours. C'est les lignes comptables, parce que c'est l'Assemblée qui vote le budget. Donc vous, les députés, les lignes sont dépassées. C'est ça que vous pointez du doigt ? Non, simplement, on se ment à nous-mêmes. Et je pense qu'Emmanuel Macron est en train de le comprendre, lui aussi. Il n'a pas été aux avant-postes, aux avant-gardes sur ce combat. Je pense qu'il est en train de comprendre, effectivement, que collectivement, depuis une vingtaine d'années, nous, l'Assemblée nationale, le Parlement, le gouvernement, avons décidé de nous mentir à nous-mêmes en détournant une partie des budgets qui sont votés au Parlement, en les détournant du but pour lesquels ils sont votés. Par exemple, je prends l'exemple du budget de l'éducation nationale, qui est un budget cette année de 86 milliards d'euros, mais qui, en réalité, se voit ponctionner d'une vingtaine de milliards afin d'aller financer le paiement des retraites, non seulement des enseignants et des anciens employés de l'éducation nationale, mais aussi d'autres régimes de retraite déficitaires. Et donc, ces vingtaines de milliards d'euros, c'est 20 milliards d'euros qui manquent chaque année par rapport à ce que nous pensons avoir voté, nous, parlementaires, 20 milliards d'euros qui manquent pour assurer des investissements, pour assurer la croissance de la rémunération des enseignants, pour assurer un niveau de dépenses soutenable pour des dépenses d'éducation. Eh bien, ça, c'est quelque chose, c'est un détournement, entre guillemets, que l'on retrouve sur les dépenses d'éducation, sur les dépenses de santé publique, sur les dépenses de défense. Et c'est quelque chose qui est actuellement soutenu par le mode d'organisation de notre comptabilité nationale. Et tout cela est légal. Et ça ne devrait pas l'être, puisque ça nous empêche de comprendre clairement à quel point les retraites pèsent sur les finances publiques. Et donc, moi, je plaide pour que l'on arrête de maquiller des dépenses de retraite qui, in fine, sont financées par l'éducation nationale sous la forme de surcotisation patronale payée par l'État sur les salaires bruts des employés de l'éducation nationale ou de la santé ou de l'ensemble des fonctionnaires qui sont soumis à ces cotisations patronales. Merci d'avoir précisé le tour de passe-passe pour rééquilibrer, si
je modère le mot, pour rééquilibrer le budget des retraites. Alors ces montages toucheraient aussi une partie du budget lié aux Français de l'étranger, notamment via l'AEFE, ce qui est logique, les lycées français à l'étranger. Cela concerne notamment le montant des retraites versées via des écritures comptables. Cela empêcherait de facto des investissements dans le réseau. Est-ce que c'est bien ce que vous dénoncez également? Exactement. En fait, en travaillant sur ce sujet, en creusant les implications non seulement comptables, mais en termes de gestion, en termes de prise de décision politique, eh bien, j'ai réalisé que finalement, ces 50, 60 milliards de retraites que l'on finance in fine à travers les budgets des ministères en imposant des surcotisations patronales, eh bien, ces surcotisations patronales, sous la forme notamment de cotisations pension civile, eh bien, elles impactent aussi l'AEFE, puisque chaque année, l'AEFE doit payer sa part à ces surcotisations, donc doit mettre sa part au pot de ces 20 milliards qui partent de l'éducation nationale vers les retraites. Et ça, c'est fait sous la forme d'une cotisation de pension civile qui est imposée à l'AEFE et qui augmente chaque année, qui cette année va être de 180 millions d'euros. Et ces 180 millions d'euros, eh ben, l'État ne nous en compense que 120 millions depuis la mise en place de ce système au début des années 2010. Ce qui veut dire que chaque année, eh bien, le trou, le déficit au niveau de la FE grandit. Et cette année, ce déficit sera de 60 millions d'euros. Et ces 60 millions d'euros, eh ben, ce sont 60 millions d'euros que déjà on ne peut pas mettre sur les investissements immobiliers, mais que en plus on ne peut plus mettre sur le salaire des enseignants, en particulier des résidents. Et c'est 60 millions d'euros qui doivent être trouvés quelque part, et notamment à travers des hausses de frais de scolarité, en particulier sur les établissements en gestion directe, donc les grands établissements, les 70 plus grands établissements du réseau, ou sur les établissements conventionnés. Et donc effectivement, in fine, ce sont les parents des lycées français de l'étranger qui vont payer sous la forme de frais de scolarité la facture des surcotisations qui sont renvoyées sur le budget de l'éducation nationale pour être, in fine, réorienté vers le paiement des retraites en France. Comment vos collègues à l'Assemblée nationale réagissent à ces annonces? Vous êtes un député de la majorité, enfin je crois pouvoir le dire, proche, voire très proche de Renaissance. Est-ce que vous demandez des explications à Bercy? Quelles suites sont possibles à envisager, la suite de vos déclarations? Et très concrètement, est-ce que on vous tire la gueule? Est-ce qu'on reconnaît une certaine forme de franchise? Effectivement, moi je suis un député indépendant. J'ai été élu sans étiquette, aussi bien en 2022 qu'en 2024. Mais évidemment, moi j'ai choisi de me rattacher au groupe EPR, Ensemble pour la République, à l'Assemblée nationale, pour avoir justement un accès aux décideurs, et notamment au gouvernement, avec notamment certains ministres qui sont issus de ce groupe parlementaire. Alors j'ai un franc-parler et j'ai des combats qui sont effectivement perçus parfois d'une manière un peu ambivalente, puisque je donne des coups de pied dans la fourmilière. En l'occurrence ici, c'est clairement le cas. Donc certains me reprochent d'avoir un discours qui est peut-être un peu trop clair et un peu trop anti-système, mais en même temps, d'autres reconnaissent que ce discours de vérité est nécessaire si on veut vraiment que le débat public et le débat démocratique soient établis sur des bases de réalité et de transparence des chiffres. Alors, par exemple, avec la ministre du Budget actuelle, Amélie de Montchalin, c'est vrai qu'à un moment, elle m'a reproché elle m'a reproché en privé certaines de mes prises de position, qui allaient peut-être à l'encontre des intentions budgétaires du gouvernement. Mais en même temps, elle reconnaît aussi, entre nous, mais je vous le dis ici, que mon combat est juste et qu'il faudra probablement, à un moment ou à un autre, moi j'espère que ce sera le plus tôt possible, revoir les règles comptables et donc permettre à la collectivité nationale et notamment au Parlement de comprendre réellement le poids des retraites sur notre déficit budgétaire et sur notre dette. Et j'espère que ce sont des réformes des règles comptables de l'État qui pourront avoir lieu dans les prochains mois. Et puis faire ce que les deux précédents, le Premier ministre actuel et le précédent se sont engagés à faire, c'est-à-dire dire la vérité. Les deux ont repris cette phrase comme totem. Alors Stéphane Vojetta, en plus des répercussions nationales, c'est aussi l'image de la France à l'étranger qui risque de se dégrader d'un coup. Vous, en tant que parlementaire des Français à l'étranger, vous en avez encore plus conscience. Est-ce que c'est un risque à prendre? Moi, j'en ai extrêmement conscience, puisque je vous rappelle que moi, il y a 15 ans, je travaillais en tant que conseil indépendant pour le gouvernement d'Espagne, pour la Banque d'Espagne, afin d'éviter la mise sous tutelle de l'Espagne par le FMI. Si je fais ça aujourd'hui, si j'ai ce combat pour plus de vérité, plus de transparence, c'est pour justement qu'on ait le moyen
d'éviter que l'on puisse prendre les bonnes décisions avant qu'il ne soit trop tard. Ce pourquoi je me bats, ce n'est pas pour qu'on reconnaisse plus de déficit ou plus de dette. Non, le déficit ou la dette en France, il est élevé, mais il est réel. Le problème, c'est que on ne sait pas actuellement d'où vient ce déficit. On ne sait pas d'où vient l'augmentation de cette dette. En tout cas, on ne reconnaît pas qu'une grande partie de ce déficit et de cette dette vient de l'organisation actuelle du système des retraites et de notre système des protections sociales. Moi, mon combat, c'est pour qu'il y ait de meilleurs outils de gestion collective de nos finances publiques. Et une fois qu'on aura plus de visibilité en interne et une meilleure connaissance, eh bien, le Parlement sera amené à prendre de meilleures décisions. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les agences de notation pourront voir comme quelque chose de positif. En l'occurrence, si je devais avoir raison et si les règles comptables devaient évoluer dans le sens que je préconise, il n'y aurait pas 1% ou pas 0,1% de déficit en plus. Simplement, il y aurait plus de clarté sur les sources du déficit. Et ça, je pense que ce type d'exercice de transparence serait bien accueilli par l'ensemble des observateurs. Très rapidement, Stéphane Vojetta, parce que derrière, il y a quand même la question des retraites et il y a la question de cette réforme et elle revient malgré l'adoption de cette réforme dans le contexte que l'on connaît. Vous nous dites qu'on peut, de façon moins bien cerner la dette, l'équilibre des retraites. Est-ce que derrière, il n'y a pas cette question-là dans vos propos de dire je veux qu'on puisse calculer clairement si le système des retraites est à l'équilibre ou pas et à quel point il est en déficit ou pas? Bien sûr, c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est arriver à se dire la vérité entre nous, entre Français. À ce que le gouvernement, le Parlement, les acteurs sociaux, le conclave, et puis les Français, le jour où ils devront décider par leur vote, puissent prendre leurs décisions en connaissance de cause. Et non pas sur la base de la fable actuelle selon laquelle on aurait un système à l'équilibre, un système des retraites qui est à l'équilibre financièrement, et donc qui ne contribue pas au déséquilibre budgétaire de la France et à l'accroissement de sa dette. Ça, c'est une fable, c'est de l'économie fiction. Malheureusement, c'est une fable qui est entretenue par le système politique et par la Cour des comptes. Et c'est contre cette fable que je me bats pour plus de transparence et pour plus de démocratie. Un autre sujet que l'on voulait aborder avec vous, Stéphane Vojetta, puisque vous avez travaillé sur cette thématique, les influenceurs. Vous avez notamment travaillé sur la volonté d'encadrer davantage leurs pratiques par la loi. Estimez-vous que la proposition émise par le président de la République d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans est réellement crédible? Effectivement, la régulation des réseaux sociaux et en particulier la protection des plus jeunes et des mineurs vis-à-vis des dérives des réseaux sociaux, de l'exposition à des contenus inadaptés, ça fait partie de mes autres combats. C'est mon autre combat à l'échelle nationale, on va dire, et même à l'échelle européenne, puisque on a réussi à faire peser et plier la Commission européenne qui va bientôt mettre en place à l'échelle européenne des règles similaires aux règles que nous, on a mis en place pour les influenceurs en France. Ben moi, je pense que dans la configuration actuelle des réseaux sociaux, en l'absence d'une vérification d'âge efficace, et en espérant qu'un jour cette vérification d'âge sera mise en place, eh bien, je pense qu'il faut mieux protéger les mineurs, en particulier ceux qui ont moins de 15 ans, de l'exposition à des contenus inadaptés, que ce soit en termes de publicité, mais en termes de contenu de type sexualisé ou autre. Et je me réfère au porno, mais aussi à des plateformes type OnlyFans ou de pornographie à la demande. Et pour cela, je fais partie de la commission d'enquête sur TikTok, qui est actuellement en place à l'Assemblée nationale. Et je pense que ceux qui souhaitent que les mineurs ne puissent pas avoir accès aux réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans, sont sur le bon chemin. On ne parle pas de censure généralisée. On parle simplement de protection et de reculer le moment auquel les mineurs de moins de 15 ans pourront être face à certains effets problématiques des réseaux sociaux et qu'ils le soient mis face à ces effets à un âge où ils seront plus en mesure de gérer les conséquences et plus en mesure de comprendre ce que l'on leur met devant les yeux. Donc, moi, je serai en soutien de cette mesure. Est-ce que vous faites un lien entre la santé mentale de nos jeunes et l'interdiction des réseaux sociaux? Alors, il y a un lien direct entre la santé mentale de nos jeunes et leur exposition trop jeune aux réseaux sociaux et à certains réseaux sociaux en particulier. Et je pense que c'est quelque chose qui est en train de se transformer en un consensus scientifique. À partir de là, une fois qu'on a identifié un problème, il faut y trouver des solutions. Et pour moi, la restriction
de l'accès des jeunes aux réseaux sociaux en dessous d'un certain âge, la restriction du temps que les enfants et les jeunes adolescents peuvent passer devant les écrans, ça fait partie des solutions. Et j'ai l'impression que ce que demandent les Français, ce que demandent les familles, ce que demandent les parents, c'est qu'on les aide à trouver des outils efficaces pour mieux gérer la relation de leurs enfants et de leurs adolescents avec les écrans et avec les réseaux sociaux. Et c'est ce sur quoi je travaille actuellement, là encore, avec le gouvernement. Merci Stéphane Vogetta, on suivra vos travaux sur les réseaux sociaux et également on suivra les conséquences de vos révélations sur le budget de l'État et sa dette. Et à celles et ceux qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à commenter cette interview, la liker et aussi à vous abonner à notre newsletter lesfrançais.press. Merci à vous. En direct de l'Assemblée nationale.